Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du mois de juillet. Faites péter le générique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo des favoris du mois de juin, la première de la série. Alors un grand merci pour vos retours. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Dans la catégorie livre, ça va être assez rapide puisqu'il n'y en a qu'un seul. Il s'agit de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je vous en ai parlé dans mon haul de mai, mon haul d'anniversaire, puisque c'est un cadeau que ma meilleure amie m'a offert. J'avais ultra hâte de le commencer, mais au moment où je l'ai reçu, j'étais déjà sur la lecture d'un livre, donc j'avais juste trop hâte de finir le livre en cours pour pouvoir commencer celui-ci. Du coup, je l'ai commencé début juillet et je l'ai fini 5 jours plus tard. Pour vous faire un résumé rapide et sans spoiler, il s'agit d'un préquel de Hunger Games, la saga originelle que nous on connaît avec Katniss Everdeen. Et donc dans ce préquel, Suzanne Collins, l'auteur, elle revient 64 ans plus tôt pour suivre le destin de Coriolanus Snow avant qu'il ne devienne le président tyrannique que l'on connaît bien dans la saga originelle. Dès les premières pages, moi je suis totalement retombée dans cet univers Hunger Games que j'adorais déjà à l'époque des premiers livres et des films. Et j'ai adoré cette lecture parce qu'elle m'a apporté beaucoup de réponses aux questions que je me posais, mais aussi à des questions que je me posais pas sur le coup, mais que je me suis posée pendant le livre. Mais je suis restée légèrement sur ma faim parce que pendant ma lecture, je me suis posé des questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Donc peut-être qu'il y aura une suite qui va pouvoir combler parce que du coup là on se retrouve 64 ans en arrière, mais il y a quand même un gap de 64 ans. Donc moi je suis curieuse de ce qui s'est passé pendant ces 64 ans. Une fois que Coriolanus est arrivé au pouvoir, etc. Enfin, il y a beaucoup trop de questions dans ma tête. Donc j'espère qu'il y aura une suite. En tout cas, j'ai appris il y a quelques jours que ce livre allait être adapté en film et je suis ravie. Dans la catégorie film, série, programme, il y en a plusieurs qui ont réjoui mon mois de juillet. Pour commencer, on va parler d'une série qui s'appelle Two Broke Girls. C'est une série qui est disponible actuellement sur Amazon Prime Video et qui date d'il y a déjà quelques années. Et donc l'histoire, eh bien c'est l'histoire de deux serveuses. Max, une fille désabusée qui a toujours connu que la pauvreté et le sens de la débrouille. Et donc elle rencontre sa nouvelle collègue Caroline, une ancienne fille à papa richissime et hyper superficielle qui se retrouve du jour au lendemain sans le sou. Et donc ce sont deux personnages que tout oppose mais qui ont un rêve en commun et elles vont devoir apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble pour le bien de ce rêve commun. À titre personnel, c'est une série que je trouve absolument hilarante et ultra rafraîchissante. Il y a une vingtaine d'épisodes par saison, c'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est un format sitcom. Franchement, après une grosse journée de boulot, moi j'adore rentrer chez moi et me poser devant un ou deux épisodes. Ça détend, il n'y a pas besoin de réfléchir et au moins je rigole. Le deuxième programme que je vais vous présenter, honnêtement je ne pouvais pas vous parler de mes favoris sans l'évoquer. Il s'agit de la comédie musicale Hamilton. Il y a bien un programme qui doit faire partie de mes favoris du mois de juillet, c'est bien celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo des 12 faits sur moi, dont je vous mets le lien ici si vous ne l'aviez pas encore vu, je vous parlais du fait que certains sujets peuvent rapidement tourner à l'obsession chez moi. Je vous avais parlé du fantôme de l'opéra où j'avais découvert la comédie musicale, que j'avais acheté le livre, que j'avais acheté le film, etc., que j'avais lu plein d'articles dessus, etc. Et en ce moment c'est pareil avec Hamilton. Bon, faut quand même que je vous en parle. Donc c'est une comédie musicale qui date de 2015 il me semble, qui a été créée par Lin-Manuel Miranda, que vous avez pu voir aux côtés de Emily Blunt dans Le Retour de Mary Poppins dans le rôle de Jack notamment. Et cette œuvre en fait elle parle de Alexander Hamilton, qui est l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et cette œuvre, elle a quelque chose de particulier. Enfin, en fait, elle a plusieurs particularités, mais moi je trouve que celle qui a le plus de mérite, c'est que c'est une pièce qui casse un peu les codes, dans le sens où une grande majorité de la troupe
est composé d'acteurs noirs ou métis, notamment pour représenter les pères fondateurs des États-Unis, donc les premiers présidents des États-Unis. Et je trouve que c'est hyper ironique quand on sait qu'à l'époque il y avait encore l'esclavage. Je trouve ça hyper fort comme action et surtout c'est que ça n'a pas été fait dans le but de provoquer ou de créer un débat ou quoi. Et c'est vraiment dans la démarche de on a engagé tel acteur pour tel rôle, non pas parce qu'il ressemble au personnage de par son physique, sa couleur de peau, sa voix, peu importe, mais parce qu'il a le talent pour le rôle. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est une découverte absolument fantastique pour moi. Même si j'admets avoir eu un peu de mal à apprécier cette œuvre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le style musical, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute et que j'apprécie. Hamilton, c'est principalement du hip-hop, du R&B et du rap. Donc absolument tous les styles que je n'arrive pas à écouter parce que soit ça fait trop de bruit, soit je comprends pas les paroles, soit c'est trop vulgaire et j'aime pas. Mais je pense que le côté comédie musicale, Broadway, etc., il y a quand même des fois un petit peu des ballades et des sons un petit peu jazzy. Et ben je trouve que du coup ça ramène la mélodie dans les chansons et du coup ben moi j'aime bien, je trouve que c'est assez mélodieux pour moi en tout cas et ça m'a permis d'apprécier ces morceaux. Et au début c'était pas gagné parce que quand j'ai entendu les premiers morceaux j'étais totalement hermétique et puis finalement en m'intéressant aux paroles etc ça allait mieux. Le deuxième point pour lequel j'ai eu un peu de mal à accrocher avec cette comédie musicale, c'était la barrière de la langue. Je suis pas du tout fermée à l'anglais, je me débrouille même plutôt pas mal en anglais, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre la comédie musicale. Le film donc, de la comédie musicale il est disponible sur Disney+ depuis le 3 juillet et il est soit en VO, soit en VO sous-titré en voix originale, donc en anglais. Habituellement c'est pas un problème pour moi, le sous-titrage en anglais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être encore plus concentré, mais c'est pas un problème pour moi d'habitude, sauf que là, je le rappelle, les chansons c'est du hip-hop et du rap pour la grande majorité, ce qui fait que les paroles sont très rapides. Tout simplement en fait j'ai pas le temps de lire la première phrase et de la traduire dans ma tête que je suis déjà 3 lignes plus tard dans la chanson, ce qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre et à comprendre ce qui se disait. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté les chansons à part sur Spotify, je regardais en même temps les paroles sur internet pour pouvoir les traduire, comme ça au moins je savais de quoi ça parlait en général, en globalité, et donc ça plus la mise en scène ensuite en regardant le film, ça allait beaucoup mieux. Et troisième point, c'était le contexte historique. Hamilton traite d'une partie de l'histoire des États-Unis et ce n'est pas un sujet dont on parle nous en France à l'école. Et même en dehors de l'école, c'est pas un sujet auquel moi je me sois particulièrement intéressée dans ma vie. En tout cas, pas avant de découvrir cette œuvre. Mais honnêtement, si vous voulez comprendre l'œuvre, il faut vous intéresser à cette partie de l'histoire. Et pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est de faire deux choses. Regardez la biographie de Alexander Hamilton sur Wikipédia. Et numéro 2, et ça vous aidera surtout si vous avez le même problème que moi pour la barrière de la langue, c'est de regarder tout simplement le synopsis de la comédie musicale Hamilton sur Wikipédia. Parce que ça vous détaille chaque acte de la comédie musicale. Ça vous parle un peu des tableaux qui se passent et ça vous dit, en fait ça vous contextualise chaque chanson dans l'ordre de passage, donc ça aide beaucoup. Mais en tout cas moi après mes petites recherches Wikipédia, ça allait beaucoup mieux. Troisième et dernier programme que je vais vous présenter ce mois-ci dans mes favoris, il est également disponible sur Disney+ et il s'agit d'un documentaire de chez National Geographic. Il s'agit du documentaire Les Trésors cachés de Toutankhamon et il est composé de 3 épisodes et ils mettent en lumière le célèbre Toutankhamon, le roi égyptien, dont la tombe a été découverte par Howard Carter en 1922. À ce jour, je crois qu'il s'agit du meilleur documentaire que j'ai pu voir sur le sujet. Je l'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant parce que au-delà de s'arrêter à la simple découverte du tombeau par Howard Carter, parce que clairement, à chaque fois qu'il y a un documentaire ou quelque chose autour de Toutankhamon, on parle toujours quasiment que de Howard Carter et comment il a découvert le tombeau. Et donc là on en parle aussi, mais vraiment on se concentre sur
des objets qui ont été trouvés, qui ont été analysés, etc. Et c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai dévoré ce documentaire en une soirée seulement. En tout cas, je vous le conseille vraiment vivement. Si vous aimez bien les documentaires et si en plus vous aimez bien tout ce qui est archéologie, Égypte, etc. Franchement, allez-y les yeux fermés, il est vraiment génial. Ensuite, dans la catégorie lieux et bonnes adresses, je ne peux pas ne pas parler de la réouverture de Disneyland Paris. Le parc a réouvert depuis officiellement le 15 juillet suite à quand même 4 mois de fermeture liée au Covid-19. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller le 11 juillet pour une journée d'ouverture en avant-première pour les cast members et leurs proches. Donc moi j'y étais en tant qu'invitée. Et j'ai pu également y retourner le 13 juillet pour une journée d'ouverture en avant-première pour les passes annuelles. Et depuis que le parc a réouvert officiellement, j'y suis retournée déjà 2 ou 3 fois. Donc c'était l'occasion pour les fans dont je fais partie de pouvoir retrouver un peu la magie du parc et de l'univers Disney qui, à ma grande surprise, est toujours très présente malgré les mesures sanitaires mises en place liées au Covid-19. À titre personnel, j'appréhendais énormément la réouverture du parc à cause de ça. À cause du virus qui est toujours là, à cause des mesures, etc. J'avais peur que ça gâche un peu l'expérience, etc. Et vraiment, à ma grande surprise, eh ben, pas du tout. C'est vraiment très loin de ce que moi je m'imaginais. Parmi toutes les fois où j'y suis retournée donc depuis la réouverture, j'ai remarqué que chaque semaine il y a toujours un peu plus de monde par rapport à la semaine précédente, mais ce qui est normal vu que le parc a réouvert quand même à capacité très réduite. Donc là bah, forcément les gens commencent à revenir, etc. Donc le parc est de nouveau bien fréquenté, mais on reste quand même assez loin d'une fréquentation habituelle un mois d'août. Et franchement, malgré le monde, en tout cas jusqu'à ma dernière visite à ce jour, j'ai remarqué que les règles étaient vraiment bien respectées. Pas à 100%, ce serait beaucoup trop beau, mais franchement ça reste hyper bien respecté. Bien sûr, il y a toujours des cas isolés, des personnes qui ne respectent pas les marquages au sol ou la distance, le port du masque, etc. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de mon dernier vlog à Disney. Et j'ai été très surprise et vraiment agréablement surprise par la créativité dont a fait preuve Disney pour mettre en place des selfie spots et des occasions, enfin des opportunités photos partout dans le parc. Et le truc vraiment génial qui a été mis en place, c'est les selfie spots. Les selfie spots, c'est des endroits où vous pouvez rencontrer les personnages avec une distanciation néanmoins. Mais voilà, vous pouvez faire des photos avec une petite distance plus ou moins longue en fonction de là où c'est fait. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que on est amené à prendre des photos ou en tout cas à rencontrer les personnages ou en tout cas à les observer. Parce que des fois, c'est aussi juste le simple plaisir d'observer des personnages en pleine interaction. Et ça, je trouve ça génial. Bref, c'est le simple fait de le faire dans des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que soit ce sont des endroits qui passent totalement inaperçus le reste de l'année, donc des endroits qui ne sont pas du tout mis en valeur le reste de l'année, soit ce sont des lieux qui n'ont pas l'habitude d'être utilisés pour ça. Par exemple, je pense notamment à Meet Mickey, Animagic Theater et Studio Theater. Les personnages sont sur la scène des spectacles, bon sauf pour Meet Mickey parce que Meet Mickey d'habitude il n'y a pas de spectacle à cet endroit là, mais en tout cas il y a une petite scène. Donc là vous avez des personnages là. Mais ce qui est génial, c'est que pour Animagic Theater et Studio Theater, on monte carrément sur la scène où sont joués d'habitude les spectacles de Mickey le Magicien et Marvel Super Heroes United, si je ne dis pas de bêtises sur le nom. Et donc on est sur la scène, sur ces scènes-là pour faire nos photos avec nos personnages. Et je trouve vraiment l'idée extraordinaire. En tout cas, vraiment, tout est fait pour animer nos journées au mieux et avec le plus de magie possible au fur et à mesure de la journée. Donc je trouve vraiment que Disneyland Paris a extrêmement bien géré sa réouverture et ça m'a ultra emballée et j'ai kiffé mon mois de juillet pour ça, donc voilà. Et ensuite, si vous me suivez sur Instagram, que ce soit sur mon compte perso ou mon compte Disney, vous savez que je suis partie en vacances. Si vous ne me suiviez pas sur Instagram, bah, vous le savez maintenant. Et donc je suis partie en vacances une semaine à Saint-Malo avec ma maman à Saint-Malo et
et un peu autour aussi parce qu'on a bougé un peu vu qu'on était en voiture. Normalement je devrais vous sortir un vlog assez prochainement sur ces vacances, mais pour le moment j'arrive pas à trouver un montage qui me plaise. Donc j'y travaille un petit peu et si ça me plaît, bah, je le sortirai, et si j'arrive pas à faire ce que je veux, bah, ça restera un film pour mes souvenirs personnels qui ne sortira pas sur cette chaîne. Voilà. Mais bref, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Saint-Malo, enfin pour la cité intramuros, ce qu'on appelle la cité intramuros, qui est donc la partie, la cité corsaire de Saint-Malo. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et vraiment on le ressent vraiment, et encore plus au fur et à mesure de nos visites. Et franchement il y avait un petit air de film de pirate quoi, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup plu et j'ai adoré en fait me plonger dans les histoires qu'on nous a racontées tout au long des visites, que ce soit les batailles pendant les guerres qu'il y a eu en 39-45 par exemple, ou les batailles entre guillemets navales, hein, les corsaires qui partaient piller les navires ennemis. Je trouve, enfin voilà, moi ça m'a fait kiffer. Et ce dont je voudrais vous parler dans mes favoris de ce mois-ci, ce sont 3 adresses à Saint-Malo, des incontournables pour moi, clairement. J'ai tellement kiffé que si je retourne là-bas, je retourne sur ces adresses-là, obligée. Et oui, on va parler de bouffe. Et commençons par le plus classique quand on va en Bretagne, les crêpes. Et vraiment, si vous êtes de passage à Saint-Malo, il faut que vous alliez manger dans la crêperie le Tournesol. Autant vous dire que quand je suis sortie de ce restaurant, j'ai eu l'impression de manger pour la première fois une vraie crêpe bretonne. Là-bas, franchement, déjà l'accueil il est hyper sympathique, hyper chaleureux. Ils avaient tout bien mis en place pour le confinement, enfin pour le Covid, pardon. C'est-à-dire que les tables, elles étaient bien espacées et entre les tables, il y avait des parois en plexi. Donc on était clairement hyper protégés, donc vraiment nickel. Et franchement les crêpes elles étaient excellentes. Ce que j'ai trouvé génial c'est qu'ils utilisent que des produits locaux ou en tout cas régionaux. On peut acheter des produits qu'ils utilisent pour leurs crêpes ou pour les boissons, on peut en acheter chez eux directement. Je trouve l'idée vraiment géniale en fait de pouvoir acheter directement au restaurant les produits que eux-mêmes utilisent pour nous faire à manger. J'avais jamais vu ça avant. Après je voyage pas beaucoup, je fais très peu de restaurants, mais moi j'ai été hyper surprise. Et un détail qui m'a vraiment choquée, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est que donc j'avais pris une crêpe chèvre, c'était pas chèvre miel mais c'était chèvre noix et jambon il me semble, ou quelque chose comme ça. Et à côté j'avais une boule de glace aux chèvres. J'avais jamais vu ça, j'étais choquée, j'étais là genre... Enfin je sais pas, j'avais jamais vu de glace, d'autres trucs que de trucs sucrés en fait. Ensuite, après ce très bon restaurant, je vais vous parler de 2 adresses pour snacker. Beaucoup moins traditionnelles que les crêpes en Bretagne, je vais vous parler de chez Hector, qui est une gaufrerie. Ils sont spécialisés dans les gaufres, enfin du coup c'est logique vu que c'est une gaufrerie. Mais ils proposent également des crêpes sucrées, des beignets, des glaces à l'italienne, mais également des sandwichs salés pour le midi. Et durant notre séjour, on a pu tester les gaufres qui sont, ma foi, très bonnes, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Par contre, on est revenu une autre fois et on a goûté leurs beignets, et ça par contre c'était de la bombe bébé. C'est simple, les beignets ils étaient aussi gros que bons. Et c'est la première fois de ma vie que je mangeais un beignet qui n'était pas gras. Et pourtant on les a vus cuire dans le bain d'huile. Je ne sais pas comment ils font, mais c'était vraiment ultra bon. Donc si jamais vous êtes de passage, franchement je vous recommande d'y aller, même si la devanture ça fait limite un peu boui-boui. Faut pas du tout vous arrêter à l'apparence du truc, même si techniquement l'enseigne est vraiment très jolie. Ne vous arrêtez pas au côté un petit peu boui-boui et tout. Et surtout ne vous arrêtez pas au monde qu'il peut y avoir devant, parce qu'il peut y avoir un peu d'attente. Mais c'est ce qui se passe quand il y a quelque chose qui est bon, et franchement vous ne regretterez pas d'avoir attendu. Et le meilleur pour la fin, je pourrais édifier une statue à la gloire
de l'artisan glacier Sanchez. Parce que de la glace classique en boule à la glace italienne, en passant par les glaces sur bâtonnet type Magnum, vous manquerez pas de choix. La boutique, elle peut être un peu difficile d'accès parce qu'il y aura beaucoup de monde, mais après il y a beaucoup de monde aux heures où les gens vont manger des glaces, clairement. Mais franchement, n'ayez pas peur d'attendre même une demi-heure. Déjà en plus ça dépote, hein. Clairement ça dépote, on a même pas, il y avait plein de monde devant nous et on a attendu même pas un quart d'heure. Donc n'ayez pas peur si vous voyez beaucoup de monde devant parce que ça dépote vraiment. Et dites-vous que s'il y a autant de monde qui attend, c'est que ça devrait vraiment être bon. Et je peux vous le confirmer, c'est excellent. Tout comme chez Hector, l'attente en vaut largement la peine. Chez Sanchez, vous débourserez 5 € pour 2 super boules. Et quand ils disent super boules, ils mâchent pas leurs mots. Vous en aurez clairement pour votre argent, tellement c'est bon et copieux. Du coup, adresse incontournable de Saint-Malo chez Sanchez. En tout cas maintenant c'est malin, on a parlé de bouffe, maintenant j'ai faim. Mais du coup ça tombe bien, puisque cette vidéo touche à sa fin. Merci, merci, merci. Et c'est donc sur cette blague pourrie que nous allons nous quitter. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me partager vos favoris du mois de juillet. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous.